21h et des poussières de seconde à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour une autre aventure panafricaine sur Info TV. Vous en avez l'habitude, chaque fois qu'il est 21h à lundi, 21h lundi au Cameroun, c'est Ourou Africa qui prend ses quartiers et une fois de plus au cœur des problématiques africaines et même panafricaines nous sommes, puisque nous braquons nos projecteurs sur ce sommet extraordinaire annoncé ce 22 janvier. Ça va du côté de Brazzaville au Congo, un sommet qui pourrait amener à des réformes structurelles au sein de la CEMAC. On va évoquer justement toutes ces péripéties qui sont annoncées. Cette CEMAC que beaucoup disent en situation assez paradoxale, puisque nous avons eu écho il y a quelques jours encore d'une possibilité de dévaluation du franc CFA. Nous avons eu écho justement de cette question de réserve monétaire de la CEMAC. Nous avons eu écho de ces pays qui voudraient rejoindre le bateau. Nous avons eu écho encore de la CEAC qui devrait justement se transformer, ou alors de la CEMAC qui pourrait se transformer en CEAC. On va essayer ensemble de voir les dossiers chauds qui vont justement interpeller les chefs d'État de la sous-région. Je l'ai dit, ce 22 janvier sera du côté de Brazzaville. On va aussi, en introduction de ce plateau, actualité oblige, revenir en quelques mots sur quelques gestes, quelques faits saillants de cette CAN assez épique et même houleuse que l'on a pu voir du côté du Maroc, qui a justement conduit à cette victoire des Lions de la Teranga sénégalais. On va essayer de nous poser la question de savoir si toutes ces images, toutes ces actions, toutes ces vidéos relayées à travers le monde font justement honneur au continent africain. Est-ce que l'Afrique s'en sort grandie avec ce que nous avons pu entrevoir hier du côté du Maroc? On en parle ce soir sur le plateau de Ourou Africa. Je prends la transition et je reviens juste après. Retour sur le plateau de Ourou Africa et justement pour nous accompagner pour ce qui est de cette production de ce soir, il fait son grand retour sur le plateau. Patriarche Bikoro, on est ensemble pour 2026 encore. Bonsoir et bienvenue. C'est une chance, c'est même un honneur et un énorme défi au regard de ce que 2025 a été dans l'espace public camerounais et africain. Oui. Et je crois que c'est aussi une chance qu'on se retrouve aussi dans la joie du peuple africain qui se retrouve au Maroc. Vous savez que le peuple marocain et le peuple d'Afrique noire constituent l'exemplarité, l'exemplaire et même l'exemple de ce que doit être le monde. Ce qui s'est passé au Maroc au cours de ce dernier mois, le savoir et à comprendre que les Africains... Mais Patriarche, tout n'a pas été rose là-bas. On a vu quelques séquences qui, justement, pour évoquer l'épisode marocain, qui n'ont pas été de nature à honorer, justement, le substrat qu'on met dans cette compétition qui rassemble les peuples d'Afrique. On a parfois eu l'impression que certains estimaient pas trop que ceux qui étaient en face étaient des Africains. Non, vous n'avez pas été attentif à la reçue de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y avait les infrastructures, il y avait la chaleur humaine. Mais cela n'a pas changé le logarithme des habitudes des uns et des autres. Oui. L'Afrique blanche, c'est l'Afrique blanche. L'Afrique maghrébine, c'est l'Afrique maghrébine. La chance que nous avons, c'est qu'au cours de ces 1 mois, toutes les Afriques se sont retrouvées au Maroc. Quelques petits... Elles sont retrouvées, elles sont mélangées. Quelques petits manquements qui sont d'ordre humain ont pu avoir lieu. Oui. Notamment les questions d'arbitrage, les questions d'accueil au niveau de la finale. Oui.
Mais cela n'enlève pas que pendant un mois, la jeunesse africaine a pu laisser voir et comprendre qu'au moins au niveau du football, je crois qu'on a beaucoup évolué. Merci François Bikoro. On espère que l'aventure 2026 sera aussi fructueuse que celle de 2025. Maître Jean-Guy Zogo, l'Union des populations africaines n'a aucun secret pour vous puisque vous en êtes le leader. Vous êtes sur Oulu Africa. Bonsoir, mais surtout bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir à mes co-discutants, mes amitiés à nos millions de téléspectateurs et télé-internautes. C'est un plaisir d'être là. Merci pour la confiance renouvelée et toutes mes félicitations pour votre nouveau plateau. Le top management qui vous écoute très certainement s'en sort grandi. Alors maître, je vais prendre l'avis de tout ce qui est sur ce lieu, sur quelques morceaux avec le concours, j'espère, de notre réalisation, de ce qui a pu se passer au Maroc hier. On a vu des comportements assez, on va dire, suspects. On a vu de la royauté marocaine parfois interpellée, parfois questionnée. On a vu l'Afrique blanche contre l'Afrique noire avec tout ce que cela peut comporter comme susceptibilité. On a vu des gens courir derrière des serviettes. On a tout vu. Mais est-ce que l'Afrique s'en sort grandi avec ces images? Il ne faut pas non plus donner l'impression aux Africains qu'ils sont des barbares. Je pense que le mot hooligan n'est pas un mot éton. Ce n'est pas un mot bantou. Ça veut dire que des scènes de violence dans les stades, on en a vu ailleurs. Et généralement, le football drainant beaucoup de passion, parfois ça entraîne des comportements et des débordements. Mais je pense que ce qui s'est passé hier, moi je n'ai pas eu l'opportunité de regarder le match. Je n'ai même pas regardé un seul match de la CAN. Malheureusement, j'avais d'autres choses à faire. Mais pour ce que j'ai suivi et les séquences que j'ai pu regarder sur Internet, je me rends juste compte que le Maroc, qui a organisé sa CAN, voulait tellement l'emporter qu'à un moment donné, elle n'a pas joué, il n'a pas joué franc jeu et l'arbitre s'en est mêlé. Il a fallu le leadership de Sadio Mané, le patriotisme des Sénégalais, l'accompagnement de Claude Leroy, qui a donné un conseil stratégique à Sadio Mané. Sur le plan africain, en plus, c'est ce qui nous intéresse sur Oulu Africa. Est-ce que la grande fête africaine, de la jeunesse africaine, comme le patriarche Bikoro le disait, est-ce que ces images valorisent justement cette fête-là? Est-ce qu'on n'était pas là, justement, plus dans de la géopolitique, avec des intérêts à ce qu'un pays remporte la compétition, que dans la fête africaine, le rassemblement africain qui est promu et voulu en de pareilles circonstances? On dit souvent chez nous que lorsqu'il y a une fête et qu'un verre ne se casse pas, c'est que la fête n'était pas belle. Mais là, c'est carrément Adam Jeanne qui s'est cassé. Ce n'est pas très grave. Ça veut dire que la fête était belle. Mais moi, je voudrais surtout souligner un aspect. Parce que j'ai l'impression qu'on veut faire une sorte de procès au Maroc qui a compris que une Coupe d'Afrique des Nations est un instrument d'expression de sa puissance. Oui. Donc, le Maroc vous a présenté ses infrastructures. Le Maroc vous a montré que la CAN, ce n'est pas quelque chose qu'on improvise. Le Maroc vous a montré qu'il n'y a pas de glissement d'organisation, de glissement de date dans l'organisation d'une CAN. Le Maroc vous a montré que, et c'est peut-être ça le plus important, peut-être que vous n'avez pas compris, que le roi du Maroc, dont la santé est fragile, puisqu'il a fallu il y a quelques jours que le responsable de sa situation sanitaire s'exprime, parce que les Marocains s'inquiétaient déjà. Lui, il s'est servi de la tribune de la CAN pour montrer son successeur. Parce que depuis que ce jeune homme est né, je pense que c'est la première fois qu'il est autant exposé dans les médias et autant exposé par son père. Ça veut dire que le roi du Maroc a préparé sa CAN pour présenter son successeur aussi bien. Il n'était pas caché, maître. Tout le monde sait que le prince Moulay est successeur. Non, le problème se pose, c'est que il y a la symbolique. Ce n'est que chez nous qu'on donne l'impression aux gens que avoir un dauphin ou un successeur, c'est un crime. Non. Même si nous sommes dans un royaume, il faut quand même qu'il y ait une sorte de cérémonie au cours de laquelle on vous présente le successeur. Et il a profité justement de la cérémonie d'ouverture de la CAN pour le faire. Maintenant, le reste des choses, je pense que les débordements auxquels on a assisté hier tiennent beaucoup plus de la passion de la finale. Parce que aussi bien le Maroc, pays organisateur qui voulait absolument remporter, que le Sénégal qui était conscient de ce qu'il est venu pour gagner, chacun a essayé de faire parler son envie de remporter le trophée.
Et évidemment, les débordements que j'ai... Bon, il y a aussi des actes de racisme que j'ai pu voir qui circulent en boucle sur Internet. Oui, on a pu... Mais ça, c'est aussi une chose qu'il ne faut pas... Il faut pas croire que l'espace d'une Coupe d'Afrique des Nations, les problèmes que l'Afrique connaît depuis des décennies, depuis des siècles vont disparaître. Merci Maître Jean-Guy Zogo pour votre lecture assez transversale, puisque vous le connaissez d'ailleurs, que vous n'avez regardé aucune rencontre. Jean de Dieu, vous aussi, une fois de plus, répondez présent à l'appel de la grande tribune panafricaine de Oulu Africa. Bonsoir, bienvenue. Je vous introduis tout de suite avec cette actualité, ce ressenti marocain. On a pu justement voir des lions s'affronter, Atlas contre Teranga. On a vu des débordements hors du stade, puisque des investissements sénégalais en termes marocains ont tout de suite été saccagés, et sans qu'il n'y ait la moindre communication sur la question. Est-ce que ce type de comportement de la part de ceux qui recevaient les Marocains est de nature à favoriser l'intégration, la vraie intégration africaine que nous défendons en ces lieux? Monsieur Barra, bonsoir. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Le plaisir est le mien de pouvoir prendre la parole une fois de plus ce soir, surtout sur des questions géopolitiques et géostratégiques dont nous vivons, parce que la question que vous posez sur la table est une question de géopolitique du sport. Et il faut la prendre en amont, oui. Parce qu'il ne faut pas regarder la finale, il faut regarder le fonctionnement de la CAF. Le problème se situe au niveau de la CAF. D'abord, pendant cette coupe, nous apprenons des annonces. Il y a des annonces, il y a un narratif qui ressort de ce que certaines compétitions de la CAN, de la CAF vont disparaître. Il y aura des écarts au niveau de entre 2 ans et 4 ans. Est-ce que ce sont ces annonces de la CAF qui amènent à ce que les Marocains veulent les restaurants sénégalais? Je ne voudrais pas cibler, je parle de la géopolitique du sport. Oui. Et il faut parler de l'institution, parce que c'est l'institution qui gère. Il n'existe pas de CAN du Maroc. Il existe la CAN de la CAF. C'est de ça qu'il est question. Le Maroc n'organise pas une CAN. C'est une institution panafricaine qui organise la CAN. Oui. Alors, s'il faut questionner la gestion de cette CAN, il faut questionner le management de la CAF. On reste plus sur des aspects hors terrain, là. Non, je ne voudrais pas rester. Je voudrais qu'on questionne. Mais maintenant, l'arbitrage a connu des problèmes. Et qui gère l'arbitrage? C'est la CAF. Oui. Ah, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le deal qui s'est passé entre la CAF et le Royaume du Maroc? C'est ça le véritable problème. Parce que pour cela, il y a eu un problème. Il y a un problème d'arbitrage, il y a eu un problème d'arbitrage. On ne peut pas aller du match, à chaque fois qu'il y a eu le match du Cameroun, des matchs du Maroc contre une équipe, il y a eu des problèmes d'arbitrage. Ça questionne le management de la CAF. Alors, à ce niveau, Jean de Dieu, que ce n'est pas le débat du soir, est-ce que l'Afrique sort grandie? L'Afrique ne sort justement pas grandie. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression à chaque fois, même sur le plan de la coopération avec le Maroc, qu'il y a un problème, sérieux problème au niveau, depuis, moi je peux dire, je vais être clair, depuis la disparition du roi Hassan II, le Maroc n'est plus aussi panafricain qu'on l'a connu à l'époque du père. Mais sur Hassan II, le Maroc est sorti de l'Union africaine. Écoutez, il est sorti de l'Union africaine à cause des problèmes du Sahara occidental. Ce n'était pas parce qu'il n'était pas panafricaniste. Je parle là des questions idéologiques. Et depuis que ce père panafricaniste est décédé, le royaume du Maroc est devenu comme un cheval de Troie pour diluer l'idéologie panafricaniste. Et vous voyez, en quelque sorte, parfois la coopération entre les pays africains. Il a parfois servi de cheval de croix entre l'Occident, principalement l'Europe, pour essayer de récupérer des pans géostratégiques et géopolitiques que certains pays occidentaux ont perdus. Moi, ça ne me surprend pas. Permettez-moi. Non, c'était une introduction. Je vais chuter en disant que ça ne me surprend pas. Peut-être que ça peut heurter certaines personnes, mais c'est une question géostratégique et géopolitique du sport qui n'a pas permis à ce que l'Afrique sorte grandie. Heureusement, il y a un Dieu de justice. Merci, Jean de Dieu, docteur Jean-Moïse Mbok, il y a un Dieu de justice. C'est vrai que les images qui nous viennent du Maroc, on a l'impression qu'on est à un temps qu'on pensait révolu sur le continent africain. Ces bagarres n'en plus finir, ces incendies des biens sénégalais en terre marocaine, ces discours
ces conférences de presse interrompues où l'on voit des gens s'étriper. Est-ce là l'Afrique que nous, on promeut sur ce plateau? Malheureusement, non. En fait, déjà, bonsoir à vous, bonsoir à mes co-discutants, sans oublier le top management et les équipes techniques, naturellement les téléspectateurs. Ces attitudes, effectivement, ne grandissent pas l'Afrique. Pour moi, une coupe comme celle-là, une coupe d'Afrique des Nations, comme le doyen le disait, c'est la fête de la jeunesse. C'est une fête qui est donc confiée à un État, parce que c'est un événement tournant. Et l'État a pour responsabilité non seulement de mettre sur pied des infrastructures, mais aussi de les vanter à la face du monde, ce qui a été fait. Là, on ne peut rien dire sur les infrastructures. Le Maroc a eu effectivement fait de beaux stades. Bon, c'est en projection avec la Coupe du Monde qu'ils vont co-organiser avec, je crois, l'Espagne et le Portugal. Voilà. Donc, c'est vraiment fait dans cette dynamique-là. C'était des beaux stades. Au niveau de l'organisateur qui est la CAF, justement, on a vu beaucoup de manquements. Ça, c'est même parfois fait à dessein. Parce que parfois les mallettes circulent et la raison s'en va. On a voulu favoriser le pays organisateur. Voilà, ça c'est notre volet. Maintenant, vous avez le troisième pan qui est celui qui accueille. Donc le Maroc lui-même en tant que nation, mais aussi les populations en tant que spectateurs, téléspectateurs, et supposés être les huissiers de ceux qui viennent faire la fête chez eux. Parce qu'en fait c'est tournant. Et la chose qui est justement à déplorer, c'est les huissiers qui ont manqué à leur devoir d'accueil, à leur devoir de respect des visiteurs, à leur devoir même d'encadrement et de protection. Est-ce que les institutionnels n'ont pas servi à chauffer justement ces huissiers, comme vous les appelez, en leur faisant, entre guillemets, comprendre que cette CAN était à gagner à tous les prix? On a vu parfois quelques faits d'arbitrage assez sordides qui ont amené à ce que l'on s'interroge si véritablement les autres pays qui étaient là pour faire le nombre, ou alors c'était une compétition où chacun avait véritablement sa chance. L'exemple du but du penalty non sifflé pour la Tanzanie, du penalty non sifflé pour le Cameroun, ce penalty malheureux hier contre le Sénégal. Est-ce que justement les enjeux, comme Jean de Dieu vous le préconise, géopolitiques, géostratégiques et même les diplomaties du sport n'ont pas pris le pas sur la belle fête africaine que devrait être la CAN? Non, en fait, le peuple du Maroc, les huissiers, n'ont manifesté que ce qu'ils sont depuis. Ils n'ont jamais voulu être de l'Afrique. C'est nous qui avons insisté qu'ils soient là. Pourquoi on est surpris? Ils ont voulu intégrer l'Union européenne parce qu'ils ont toujours estimé qu'ils ne sont pas africains. La dernière CAN qu'ils ont refusé d'organiser parce que justement en Afrique Nord il y avait la maladie Ebola. Donc juste pour dire que moi je n'attendais pas un autre acteur que les huissiers. C'est-à-dire que le peuple marocain lui-même qui devait accueillir la fête. Au niveau de la CAF, je n'attendais rien. J'ai vu ce que M. Motiepe a fait depuis la CAN ici au Cameroun. J'ai constaté que c'est un monsieur qui est fourbe. Moi, je ne veux pas avoir la langue dans la poche. C'est un monsieur qui est fourbe. C'est un homme d'affaires qui pense que c'est en rusant qu'il va atteindre le niveau de Dangote. Il n'atteindra jamais avec ce genre d'esprit. Donc, il est rusé et c'est au plus offrant. On a vu ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Donc, ça ne m'a pas surpris du tout de voir le laxisme et même la combine honteuse qui était portée brillamment par les arbitres, hein, vraiment brillamment, sans gêne. C'était en mission. Oui, c'était en mission, mais vous sentez que en temps normal, l'attitude d'Eto devait être l'attitude de Motiepe lui-même. Mais il était froid, il était, embrouillez-vous, méprisant. Et la manière qu'il a remis le cours. Moi j'ai fait mon deal, débrouillez-vous. Advienne que pourra. Donc moi je n'attendais rien de la CAF dans cette nouvelle configuration. Je n'attendais rien de négatif en termes d'infrastructure. Je dis que c'est les huissiers qui ont simplement manifesté ce qu'ils sont depuis. C'est à nous de retenir. Heureusement, c'est une compétition tournante. Chaque peuple a ses réalités, chaque peuple a ses attitudes, a ses comportements. Eux, ils ont montré qu'ils ne sont pas une terre d'accueil. Vivement qu'il n'y ait pas un autre CAN chez eux de sitôt. Ils ne sont pas une terre d'accueil. Qu'ils aient fait les compétitions européennes, on n'aura pas de problème avec ça. Merci Jean-Maurice Bock. Au risque de vous décevoir, il est susurré
en quelques lieux que le Maroc serait disponible pour 2027, au cas où la Formule 4 ne serait pas tout de suite intégrée. C'est un débat. On va rester attentif. Franck Manson, bonsoir. Vous aussi, vous êtes très attentif à ce qui s'est passé en terre marocaine. Vous avez, vous, l'homme de culture, l'homme de communication, puisque vous êtes désormais directeur de publication. Vous avez vu ce qui s'est passé de ce côté-là. Est-ce que, justement, cette communication marocaine qui semblait mettre en avant uniquement le royaume chérifien, a oublié d'intégrer dans ces axes, ces différents axes, le fait que la CAN est d'abord, avant tout, de l'enjeu sportif, une belle fête africaine? Je ne pense pas qu'ils ont oublié. Je pense qu'ils étaient dans un objectif qui était purement individuel. Il faut le dire comme ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a un ensemble de mécanismes qui ont été développés pour tenter de préserver le trophée. Mais dommage que ça n'a pas été le cas. Mais déjà, ce que je voudrais surtout souligner, c'est ceci que très souvent, il nous est dit que le football, c'est le creuset de l'unité nationale. Oui. Mais on se rend de plus en plus compte que le football peut être plutôt un facteur de division, un facteur qui peut générer des conflits, qui peut entretenir dans le fond le racisme et les mondes parallèles. Est-ce que le football retrouve le racisme ou bien c'est le racisme qui retrouve le football? C'est pas aujourd'hui que nos amis marocains ont quelques attitudes assez surprenantes pour les frères noirs. Oui, mais le football peut être un levier sur lequel on s'appuie pour exceller justement dans cette démarche. Et en fait, à mon sens, je pense que pour que cette activité soit véritablement un creuset d'unité nationale, plus loin même d'intégrité continentale, d'intégration autant pour moi continentale, je pense qu'il faut un renouvellement de la mentalité. Renouvellement de la mentalité des principaux organisateurs, en commençant justement par les responsables de l'institution. C'est Motsepe que ça va arriver? Non, je ne me limite pas uniquement à Motsepe. Il n'est pas seul. C'est pas l'homme de la situation. Et il n'est pas le seul. Je pense qu'il n'est pas le seul qui dirige la CAF. Et même les joueurs, c'est-à-dire sur le terrain, on voit bien que les joueurs sont prêts, dans le fond, à en découdre. C'est-à-dire avec les adversaires. Et un autre élément, c'est ceci que on ne peut pas nier le fait qu'on a vu du beau jeu, on a vu une sorte d'évolution dans le jeu des équipes africaines, on a vu des infrastructures. Est-ce que c'est pas ça qui crée? On a vu des infrastructures qui ne sont pas loin des infrastructures occidentales, si ce n'est au même niveau. Mais seulement ce que je ne vais pas manquer de dire, c'est aussi qu'on a quand même passé un mois où ceux qui ont pensé le football, les dirigeants de la terre ont quand même pu, pour un mois, détourner l'attention des populations africaines de leur réalité. Merci que la CAN est terminée, maintenant chacun en refait face aux réalités quotidiennes. Comme ce que nous parlons. Merci Franck Manson, doyen, en un mot, puisque... Oui, en un mot. Je crois que Mboka peut étayer l'historicité des faits. Et lui, il a amené le côté géopolitique. On ne va pas oublier qu'il y a le Maroc économique, qui a une interlinéarité très étroite avec l'Union du Maghreb arabe qui a été récupérée par la France de Sarkozy. Voilà. Vous allez remarquer que le sentiment anticolonial, je n'ai pas dit français, ni européen, ayant pris l'Afrique de tous les côtés, les énormes investissements des Occidentaux pour entrer en Afrique. Pour récupérer leur pain. Parce que quand vous dites des bons stades, des machins, tout, mais en réalité, il y a pire. C'est qu'on passe par une autre personne pour atteindre ce que la colonisation avait permis d'avoir gratuitement. L'ensemble des multinationales occidentales, dont le regard est déjà revigoré négativement dans le subconscient des Africains, passe par le Maroc. Voilà. Donc sur ce plan. La deuxième chose, c'est que quand vous voyez comment Ahmad est parti, Ahmad est parti sur une réponse à une question d'un journaliste occidental, où lui a dit que est-ce que je peux venir à l'UEFA parler de la même manière que vous me parlez. On s'est donc rendu à l'évidence que les investissements qui avaient été goulûment mis en Afrique du Sud, c'est important de le dire, ont pour chef de file un certain Motsepe. Maintenant, on va y ajouter pas les irrédentismes, mais les hypocrisies des Africains eux-mêmes.
Vous avez vu le débat sur le match Cameroun-Maroc. Vous tous, parce que vous avez transporté vos camerounaiseries au Maroc. Vous ne saviez pas qu'il y aura une finale Maroc-Sénégal. Ouais. Vous vous êtes tous mis à régler les problèmes du Cameroun au lieu de régler les problèmes de l'organisation de l'instance fêtière. Ou bien au moment où je vous parle, il n'y a pas une instance fêtière qui s'appelle CAF. Mais il y en a qui s'appelle UEFA. Parce que vous allez remarquer qu'on fait comme si l'Afrique est juste là pour ramasser les ordures après un match de football. Il y a deux exemples précis. L'histoire de cette CAN qui va se jouer tous les 4 ans, elle règle un problème de la croissance à 2-3 chiffres en Europe. Parce que n'ayant plus accès directement, j'allais dire ayant accès difficilement aux énormes ressources qui étaient gratuites, vous n'avez pas encore su que le football est le business. C'est-à-dire que là-bas, ça produit de l'argent, ça permet, vous êtes seulement dans le jeu et le ludique. Merci. Les Européens sont donc rendus compte que la matière première de ce qui leur apporte la croissance sans avoir beaucoup dépensé, c'est le sport et notamment le football. Ils ont donc décidé que toute la matière première, comme le pétrole, comme l'or, comme le diamant dont regorge l'Afrique, les footballeurs sont une matière première qui donne beaucoup d'argent aux Européens. Ils sont donc en train de mettre un certain type de mécanisme qui permettent que ça rentre goulûment économiquement chez eux. Il y a donc quelques personnages, parce que nous sommes dans un débat d'émergence des subconscients africains, on pense donc qu'il y a quelques pays, quelques personnages qui ne doivent pas faire dériver ce rêve qu'on a mis dans la tête de Motsepe. Le problème du Cameroun avec Samuel Eto'o-Fils, le problème du président de la Fédération sénégalaise de football à la veille du match, vous n'avez pas été attentif parce que vous transportez plutôt d'autres éléments de langage pour expliquer ce qui s'est passé. Eh bien, moi, je veux rester positif. Je dis, comme avait Pierre de Coubertin, la CAN a eu lieu. Mais la CAN a été organisée par le président de la FIFA. C'est vraiment dommage. Il faut donc qu'on profite de cette situation qui a eu lieu au Maroc pour qu'on laisse nos hypocrisies et nos peurs et qu'on se réapproprie cet instant de regroupement et de jeu des jeunes Africains. Je vois d'ici l'ensemble des pays africains qui ont été frustrés par cette bonne organisation d'une CAN européenne. Dire au prochain comité exécutif qu'à partir de maintenant, nous nous réapproprions cet instrument de géopolitique et de géostratégie et que vous, chacun, reste là où il se trouve et qu'on nous laisse au moins faire. Merci. Vous avez 3 ou 4 ans pour cela. Au lieu de faire des débats évasifs, réappropriez-vous votre CAN. C'est la seule organisation mondiale qui a 54 États. Merci, Ce sera la même chose pour l'Union africaine, ce sera la même chose pour l'Organisation des Nations Unies. Il est temps que les Africains sachent qu'ils sont les plus nombreux, ils sont les plus riches, ils ont voix au chapitre. C'est ça. Et le football doit être le moment le plus rapide pour exposer ce sentiment. Merci François Bikoro, c'est une lecture qui intègre divers aspects de réflexion. C'est vrai que les comités sont de plus en plus houleux du côté de la Confédération africaine de football. Où depuis l'arrivée de Samuel Eto'o-Fils. L'hypothèse d'une CAN tous les 4 ans ne rencontre pas l'adhésion de tous. On a l'impression qu'on va aller jusqu'au blocus, jusqu'à justement peut-être la segmentation même de l'organe en charge du football africain. On va rester attentif à ce qui se passe de ce côté-là parce que justement il y a beaucoup à dire. Une fois que je l'ai dit, on prend un très rapide break. On vient tout de suite après évoquer cette tension et réunion sous tension du côté de Brazzaville. On parle de la CEMAC. Retour sur le plateau de Ouro Africa, cap sur Brazzaville, avec cette séquence annoncée pour la communauté des États membres d'Afrique centrale. On parle là de la CEMAC, CEMAC qui, une fois de plus, est au cœur de l'actualité. François Bikoro, je me tourne vers vous, puisque vous avez l'expérience du vécu. Cette organisation-là qui n'en finit plus de faire parler, on ne sait plus véritablement ce qu'on va en faire. Tant on a l'impression que le bateau CEMAC
peine et peut-être même tendre. Alors, on nous apprend qu'il y a le 22 janvier prochain, dans quelques jours, une réunion d'urgence de la CEMAC où justement les chefs d'État devraient une fois de plus épiloguer sur des problématiques déjà connues. On parle du CFA, on évoque une dévaluation encore, c'est pas la première fois qu'elle est évoquée, on évoque cette question de parité monétaire avec l'euro, on évoque beaucoup de choses, mais lorsqu'on se tourne et lorsqu'on regarde la vie dans la CEMAC, on se rend compte que l'unanimité est loin d'être véritablement affichée. L'unanimité est le seul mot dont les Français avaient oublié d'extirper dans leurs relations avec les pays de la zone franc. Parce que la conjoncture de l'époque faisait en sorte qu'on savait qu'il ne faut pas laisser la porte ouverte à un chef d'État de dire non. Ils avaient donc dit que toutes les décisions se fassent dans l'unanimité. Aujourd'hui, c'est un couteau dans la gorge de la France. Donc ne vous inquiétez pas, M. Paul Biya ne sera pas à Brazzaville. Et pour quelle raison? Parce qu'il a décidé que les sommets inutiles, il n'y participe plus. Là où l'avenir de la sous-région Je suis en train de vous dire qu'il a dit, les sommets inutiles, il n'y participe plus. Que ce soit à la CEMAC, que ce soit à la CEAC, que ce soit à l'Union africaine. Si vous avez un ou deux de ces sommets qui ont arrangé le devenir de leurs membres, vous m'en donnez la date et l'heure. On peut changer le paradigme. Pour changer de paradigme, je dis la même chose que je viens de dire tout à l'heure pour la CAF. Il faut que les pays membres de la CEMAC s'approprient les critères de convergence monétaire de leur zone et les critères de divergence, ce qui peut amener à ce qu'on dévalue. Les choses ont beaucoup évolué dans la frilosité de ceux qui disent qu'ils commandent les pays de la CFA. D'habitude, ils venaient troubler l'ordre de la quiétude des peuples de cet espace monétaire annuel. Cette fois, ils sont quand même allés jusqu'en janvier parce qu'ils croyaient qu'ils savaient qu'on avait une grande élection au Cameroun. D'habitude, ils venaient le 23, le 24 décembre pour venir nous supplier de dévaluer. Oui. Alors qu'en réalité, si on regarde l'historicité de fait l'histoire du franc CFA, il y a 2 ou 3 petites choses qui peuvent permettre en sorte qu'on paye même régulièrement, parce qu'en fait, c'est que le FMI veut récupérer son argent. Commençons d'abord par expliquer à vos téléspectateurs que dans ce qui avait été fait à l'issue de la guerre de 1945, nous sommes là pour aider à la reconstruction de l'Europe. Il n'y a pas autre chose, toutes les institutions qui ont été créées. On ne peut pas comprendre qu'on dit qu'on ne profite pas goulûment de nos ressources, alors même que l'espace marché qui peut permettre en sorte qu'on vende à l'interne et que l'on règle un certain nombre de problèmes, on y a encore mis des blocages structurels. C'est-à-dire que vous avez une monnaie, en fait un bout de papier, qui ne vous sert pas à acheter en Europe, mais il y a plus grave, c'est qu'à l'intérieur de vos espaces, je crois qu'il y en a 3. Vous ne pouvez pas prendre le franc CFA du Cameroun et aller vous balader en Côte d'Ivoire. Vous avez l'impression que vous êtes allé en Europe. Parce que vous refaites la même chose que vous faites avec les Européens. La monnaie dont il s'agit ici, c'est une devise, c'est comme ça qu'ils ont appelé ça. Oui. Je parle prosaïquement. Ça permet à ce que j'ai produit. Si je veux le transformer, je m'en vais chez celui qui a la manufacturation, celui qui transforme. Et dans ce sens, je lui dis, moi j'ai le pétrole, j'ai le cacao, voici la valeur que ça donne, j'ai besoin de machines. Mais le problème, c'est qu'avec les états du franc CFA, quand tu arrives là-bas, le type qui a la machine est surpris que tu lui présentes un bout de papier dont il n'a jamais entendu parler dans aucun espace économique mondial, aucun espace monétaire, aucun espace financier. Oui. Et vous êtes donc obligé de lui dire que j'ai un tuteur. Et le tuteur s'appelle la France. La France elle-même, dans notre relation, aurait dû prendre cet argent et le donner à quelqu'un qui sait ce que c'est que la valeur de l'argent. Il l'a introduit dans l'argent de son marché, de sa famille. Je parle pour qu'on comprenne bien. Ça s'appelle le trésor français. Deuxième chose, ce qui aurait dû changer en fonction de l'évolution du monde. C'est-à-dire que la France pouvait nous dire à cette époque-là que quand vous entrez dans le Conseil des Nations, j'en suis le tuteur. Et vous êtes sous la coupe de l'argent qu'on appelle le franc. Aujourd'hui, les enfants qui sont employés à l'université de sciences économiques n'ont jamais entendu parler du franc. Ils entendent parler de l'euro. Ouais. Ça crée un sérieux problème. La deuxième chose, c'est qu'ils ont dit, comme on n'est pas encore mûr pour bien gérer, il y a 70 ans, ils vont nous aider à gérer. Troisième chose, ils vont même nous choisir les interlocuteurs. Depuis 2020, certains des États de ces zones ne sont plus structurellement sur la coupe
monétaire et économique de la France, du fait de la multiculturalité économique ambiante. On peut donc se poser la question si on estime qu'il y a des difficultés pour que nous fassions face à l'euro, alors qu'entre-temps il y a le yen, il y a le yuan, il y a tout ce que vous voulez, que simplement les 50% que l'on dépose au trésor français, qu'on essaie de faire un petit audit et qu'on le ramène à la disposition des États de la zone CEMAC. Alors, oui. Je reste avec vous avant que Maître Zogo nous prenne la parole. Mais à vous écouter, on a l'impression que le président Sassou, il ne recevra pas grand monde. Si vous estimez déjà que Paul Biya, le doyen de la sous-région, ne sera pas là, peut-être il pourrait être suivi par d'autres. Pourquoi donc s'empresser à rassembler les dirigeants de la sous-région si l'on sait que les sujets débattus ne peuvent pas être traités du côté de Brazzaville, mais du côté de Paris? Vous aussi, vous avez un sérieux problème de retard. La CEMAC n'a jamais convoqué une réunion. C'est les institutions de Bretton Woods qui ont attiré l'attention. Ils mettent la pression. Ils ont attiré l'attention sur ces États. Quand la lire ça va, vous risquez de ne pas nous rembourser parce qu'ils sont nos garants dans le marché monétaire et financier international. Ils ont donc imaginé qu'il faut faire en sorte que notre argent en se dévaluant nous permette de faire en sorte que nous qui voulons importer la matière qui nous permet de transformer, que cette matière-là soit plus chère, et dans leur subconscient, ils se disent que ça va permettre en sorte qu'on freine les importations. Mais le vrai problème, c'est que nous avons maintenant des budgets qui sont essentiellement consacrés, qui sont essentiellement fournis par la dette. Moi, je ne vois pas quel est le mécanisme, en dehors de celui que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous avez gardé mon argent pendant autant d'années, je crois que c'est 60 ans, oui. parce que vous, on nous a présenté ça comme une garantie. Moi, je n'ai pas été à l'école. C'est-à-dire que vous êtes dans une tontine du dimanche. Vous y déposez ce qu'on appelle souvent, il y a une formule là, si tu as des demain, si je passe donc toute une année sans dé. Et comment tu expliques que le jour où j'ai dé, on dit que non, il faut plutôt dévaluer l'argent. Vous avez mon argent qui tourne dans le trésor français. Commençons par faire en sorte que l'essentiel de cet argent, 100%, nous revienne. Nous avons la multiculturalité économique, c'est-à-dire qu'on peut, au regard des dérèglements qui ont eu lieu dans nos relations avec la France, on peut déjà acheter en Russie, comme on peut acheter au Brésil. Mais le problème, c'est que toutes nos énergies qui sont logées dans la maison de quelqu'un, il faut aller lui demander, lui-même a besoin des mêmes problèmes. Il peut donc faire en sorte qu'il vous dise que moi je n'aime pas. Le monde aujourd'hui, vraiment pour conclure, la Russie n'est plus avec eux, la Chine a des problèmes pour être avec eux, même les États-Unis ont des problèmes pour être avec eux. Ils ne peuvent pas accepter, et on l'a vu avec le football, dès que la Russie a posé un problème d'égalité, on l'a retiré dans cette organisation internationale. Donc notre problème aujourd'hui, c'est que le côté négatif, 94 nous a rassuré que la dévaluation faite sous la forme et sous le fond du franc CFA d'aujourd'hui est dangereuse pour les équilibres socio-économiques d'un pays. On a vu comment des gens sont allés au quartier, on a vu comment le tissu social a été complètement dégigandé. Les États africains ont deux réalités. Ils doivent garder le magma social qui est le leur, c'est-à-dire nous sommes en construction, et au même moment, ils doivent s'introduire dans le circuit international. Mais le plus important pour un État aujourd'hui, c'est d'abord garder le magma social. Merci. Maître Jean-Guy Zogo, sommet extraordinaire, les chefs d'État sous pression. C'est vrai que les inquiétudes sont nombreuses dans la sous-région. On a des pays, selon quelques indiscrétions généralement très introduites, qui sont quasiment pas loin de la banqueroute dans la sous-région. On a cette position assez ambiguë qui nous amène à être dépendants d'une structure du côté de la France. On a cette sous-région même qui ne parvient pas à produire assez pour être compétitif. On a des sérieux problèmes, mais le doyen Mikoro, sur cette estrade, nous fait savoir que l'un des doyens, le président Paul Biya, lui ne va plus aux réunions inutiles, donc il ne sera pas du côté de Brazzaville. Stéphane Barga, je suis satisfait par ce que vient de dire le doyen, parce que il a décrit le néocolonialisme à l'état pur. Il nous a rappelé que malgré les indépendances qui se célèbrent un peu partout, nous ne sommes pas indépendants. Et Joseph Tchoundjiang Pouemi en son temps disait déjà qu'une indépendance politique sans indépendance économique est une coquille vide. Vous avez donc la manifestation de ce que c'est que des coquilles vides. C'est le 16 mars
1994 que la CEMAC a été créée. Ça veut dire que le 16 mars 2026, la CEMAC aura 32 ans. Je l'ai dit sur d'autres plateaux, je le répète, les organisations sous-régionales telles que la CEMAC, la CEAC, l'UEMOA et autres, à l'instar de l'Organisation de l'Unité africaine, ont été vomies par le camp des minimalistes avec une tare idéologique congénitale aiguë. C'est que ce sont des chevaux de Troie, des puissances occidentales qui ont voulu nous donner l'impression qu'elles partaient, mais se sont arrangées à rester. Aussi simple que à ça. ce niveau, je peux vous arrêter, puisque pour plus d'explications, pour qu'on se comprenne véritablement. Alors, vous avez cette CEMAC-là, où il y a un ensemble de chefs d'État. Comment est-ce que ces chefs d'État-là pourraient être des chevaux de Troie de puissance impérialiste occidentale? Le président Biya est là, le président Déby, le président Sassou, le président Touadéra, le président, ils sont 6 je crois, Oligui du Gabon. Comment est-ce la structure en elle-même, ou alors le leadership de ces présidents-là, qui pourrait être remis en question de façon à ce que leur action soit juste la résultante d'une conceptualisation venue de France? Comme je vous ai dit, les organisations ont été vomies par le camp des minimalistes avec des tares idéologiques congénitales aiguës, le néocolonialisme. Parce que ce sont des chevaux de croix. Ne citez pas les individus, parce que ce ne sont pas les individus le problème, ce sont les institutions. Elles n'ont pas été conçues pour permettre aux Africains, notamment dans le cas d'espèce, les populations de la CEMAC, de la zone du bassin du golfe de Guinée, de s'autodéterminer. Vous voyez, lorsqu'il parle tout à l'heure, il ne fait qu'évoquer, il a bien expliqué le mécanisme du franc CFA. Si vous continuez à utiliser le franc CFA, que vous savez pertinemment que cette monnaie fait de vous des nains économiques à l'échelle mondiale, mais vous continuez quand même, en fait même des nains même c'est trop dire. En réalité, les pays de la CEMAC comme ceux de la CEDEAO sont des, si c'était des êtres humains, je dirais que sur le plan économique, ce sont des adultes attardés. Des assistés? Non, même pas assistés, des adultes attardés. C'est-à-dire que vous avez des gens qui visiblement sont adultes, mais en réalité ont des cerveaux de la taille d'un petit pois. C'est en fait ce que nous sommes en tant qu'État. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont fait l'école, et c'est l'une des choses qui nous épate, c'est que les Africains font les mêmes écoles que les Occidentaux. C'est-à-dire, je ne suis pas très sûr qu'aujourd'hui, si vous cherchez des gens qui sont suffisamment brillants en économie, vous ne trouverez pas de Camerounais. Vous ne trouverez pas de Centrafricains, de Congolais, vous ne trouverez pas de Gabonais. Comment en est-on encore arrivé aujourd'hui à trembler à l'idée que des gens viennent nous mettre la pression pour que nous dévaluions le franc CFA? Comment en sommes-nous encore à utiliser même le franc CFA? Comment en sommes quand tout à l'heure j'ai pris je vous ai dit ne citez pas ne citez pas les individus parce que je ne fais jamais les débats sur les individus. Ce qui est sûr, c'est que nous savons déjà que le leadership africain actuel est moribond, puisqu'il est l'héritage d'une bataille entre les maximalistes et les minimalistes. Mais le problème, c'est les institutions elles-mêmes. Voilà, par exemple, regardez par exemple l'Union africaine dont le siège a été construit avec des financements chinois. La plupart des organisations sous-régionales africaines, que ce soit la CEMAC, la CAC, la CEDEAO et tout le reste, et même les banques centrales, vous allez toujours voir qu'il y a les Occidentaux qui sont présents dedans. Et ils ont leur mot à dire. Et au-delà de ça, quand on dit aujourd'hui que c'est la pression des institutions de Bretton Woods qui attire l'attention des États de la CEMAC sur la possibilité pour eux d'être en incapacité le moment venu de rembourser leur dette, de quelle dette s'agit-il d'abord? Et si vous demandez aux populations camerounaises, bon, il paraît que le Cameroun s'est endetté. On a fait quoi avec l'argent de la dette? Là, c'est peut-être un autre débat. C'est valable. La question de la gouvernance, la question du management, ça peut être un débat qui est aujourd'hui pas périphérique, mais qui est assez éloigné de la préoccupation des patrons de la CEMAC à l'heure actuelle. Stéphane Baga, et c'est donc ça le problème. C'est qu'on veut toujours donner l'impression aux gens que lorsque vous gouvernez, vous avez des problèmes stratosphériques. Alors que vous gouvernez pour que ma grand-mère qui est à Obala, mon père qui est à Kamesun, ressentent les effets de votre gouvernance.
Vraiment, si vous pouvez parler à Brazzaville, vous venez par des Martiens. Si on décide d'être terre à terre, vous avez la CEMAC qui a été créée il y a 32 ans. 32 ans plus tard, est-ce que moi je peux circuler dans l'espace CEMAC librement? Non. Je vous rappelle que la balkanisation de l'Afrique issue de la conférence de Berlin a été un véritable crime culturel pour certains peuples qui sont retrouvés des deux côtés d'une frontière. Comme le Congo. Comme le Congo, comme le Cameroun et le Gabon. Mais est-ce que vous pouvez circuler? On va vous chasser de Guinée équatoriale, on va vous chasser du Gabon parce que subitement, les Occidentaux ont décidé que moi je suis Camerounais et tel est Gabonais. Première chose. Deuxième chose, les gens qui aspirent même à s'autodéterminer doivent construire un système économique capable de permettre l'amélioration constante et continue du niveau de vie et des conditions de vie des populations. Est-ce que quand vous regardez l'économie de la CEMAC aujourd'hui, elle y contribue? Pas du tout. Troisième aspect, culturel. Vous avez créé la CEMAC. C'était pour faire quoi? Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Ça suppose que vous avez décidé que vous avez peut-être des problèmes identiques d'une frontière à une autre et vous voulez mettre ensemble vos moyens, mutualiser vos efforts, vos énergies, vos pensées un grand État virtuel. pour pouvoir avoir, ne serait-ce de manière virtuelle, un État donc, qui est un peu plus épais et qui remplit des conditions lui permettant de discuter avec d'autres ensemble. Et quand vous regardez sur le terrain, vous voyez quoi? Vous ne voyez rien du tout. Parce que lorsqu'il dit que le président Biya n'ira pas à Brazzaville, c'est très grave. ce n'est pas... Non, ce qu'il dit n'est pas grave. Alors, vous estimez qu'il peut y avoir un sommet où le leadership de la CEMAC est présent, le président Paul Biya n'y est pas, et qu'on passe cela en perte et profit? Non, on ne passe pas ça. On ne grave. passe pas cela en perte et profit. Je dirais simplement pour nous autres qui avons flirté avec la sémiotique du politique que c'est un message. Le président de la République vous passe un message. Il vous dit simplement que il estime que ce n'est pas important. Merci. C'est tout. Alors, Jean de Dieu Vouna, c'est vrai que la CEMAC en elle-même, on a l'impression qu'on tourne en rond. Maître a évoqué les 32 ans. 32 ans. Il a quoi l'impression? A fait la danse Bafia, par l'intégration assumée et accomplie, puisque il faut encore un passeport pour aller à Malabo, il faut un visa pour aller à Libreville. Pas d'intégration. On a ces institutions là où, récemment encore, on s'échappait dans la sous-région pour les postes à la BEAC. Chacun voulait avoir le gouverneur, le secrétaire général. C'était compliqué. Pourquoi est-ce que l'entité CEMAC, si on faisait un comparatif avec peut-être la CEDEAO ou d'autres entités, pourquoi la CEMAC peine? Pourquoi est-ce qu'elle peine à avoir justement la vigueur et surtout l'ambition qui a été proclamée il y a 32 ans? La CEMAC est-elle un grand corps malade, tout simplement? Vous convoquez là une analyse comparative avec d'autres organisations. Vous me permettrez d'élargir avec d'autres nations qui s'en sortent et qui sont hyper sous sanctions occidentales. Comment ces monnaies-là, parce que nous sommes ici au cœur de la monnaie, comme l'a convoqué le président de l'UPA. Et lorsque nous parlons de la monnaie, nous parlons de la monnaie du CFA, qui ne permet pas à nos économies, comme vous avez souligné, d'être capables de produire, parce que nous sommes dans des économies de rente par impôt imposé. C'est une économie inexistante, c'est-à-dire les économies de la sous-région Afrique centrale, c'est des économies non de production, mais extraverties par l'impôt, c'est-à-dire les multinationales et autres, et ça, ce n'est pas une économie. Pourquoi? Avec une monnaie qui est garantie sous une autre monnaie qui est l'euro. Et en termes les économistes nous regardent, en réalité, même dans ce que j'ai étudié de la théologie politique, même la Bible garantit la monnaie avec de l'or. Tout à fait. La Bible que je connais parle de la garantie de la monnaie avec de l'or et non pas avec une autre monnaie. Alors, comment pouvez-vous espérer pour développer et avoir des dérives? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand le Cameroun et la sous-région veulent acheter, parce que nous n'avons pas simplement une question de dette, nous avons une question de crise de devises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sous-région Afrique centrale n'a pas de héros et du dollar pour pouvoir commercer.
Alors, à ce niveau, nous sommes dans le développement technique que vous faites, mais nous, on a une réunion qui est annoncée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne sert à rien pour le président Oligui de faire le voyage de Brazzaville. Écoutez. Ou alors le président Déby. Je voudrais parler d'une analyse comparative. Comment pouvez-vous comprendre? La CEDEAO s'est fracturée en deux et il y a 3 pays depuis pratiquement 3 ans qui s'en sortent avec le même CFA. Parce que là, le CFA n'est plus garanti par des critères de convergence sur le euro, mais sur... s'en sortir, on peut mettre des guillemets. Permettez que j'aille... Non, ça c'est quand il y a une autre permettez. Avec vous m'embrouillez dans le développement. Pourquoi est-ce que qui est devenu l'ennemi des Occidentaux, utilise le même CFA, mais ne connaît pas de problème de crise de devises? Parce que là-bas, ils ont compris qu'ils peuvent garantir le CFA non plus sur le euro, mais sur de l'or. C'est pour cela que vous allez constater que, j'ai parlé d'analyse comparative, c'est-à-dire qu'au niveau de l'or, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont lancé l'industrialisation et ont nationalisé leur production d'or pour garantir le même CFA qui est battu en France, à Chamaillères, et qui échappe maintenant au contrôle de la France avec de l'or. Je vais vous dire que l'État qui est le plus sanctionné au monde, c'est 2 États, la Russie et l'Iran. Comment le rouble fait pour pouvoir soutenir sa monnaie? Comment la Russie fait pour pouvoir soutenir le rouble dans la flexibilité, les garanties et autres? C'est avec de l'or. Nous parlons là de plus de 3000 tonnes d'or que la Russie a acheté en ces 3 dernières années. Nous parlons de l'Iran qui devient une super puissance technologique. Comment est-ce que la monnaie iranienne subit les sanctions mais ne parvient pas à s'effondrer? Parce qu'ils soutiennent et ils garantissent leur argent par l'or. Mais au niveau de la CEMAC, que nos États nous disent où va notre or? On a exporté. Que nos États, comment est-ce qu'ils ne peuvent pas copier de l'autre côté de l'AES? Où va l'or pour garantir le CFA? Ne parle pas de 15 tonnes d'or. Je ne parle pas de 15 tonnes d'or. Pas la pirogue. Je ne parle pas de 15 tonnes d'or qui sont sortis par la pirogue. Et les 22 qui ont été... Et les 22 qui ont été. Je parle de toute la CEMAC. Dans le global. Je reste dans le global. Je ne descends pas au niveau national. Comment 6 pays, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, le Tchad et le Cameroun ne parviennent pas à créer une banque d'or? Par exemple. Si demain, vous avez dit quand? Le 22 à Brazzaville, ils nous annoncent que nous avons 300 tonnes d'or qui ne sont payées. Je vais vous dire une chose, la France va craper. La France n'a pas l'argent pour garantir nos héros, pour garantir nos devises. Alors ça c'est vous qui le dites. Je le dis, c'est j'assume. L'économie française, exemple. La France est hyper endettée et la France Parlons de la CEMAC. Non, je parle de la non, ne nous empêchez pas. Non, ne nous empêchez pas. On ne va pas parler de la CEMAC et du CFA sans parler de la France, M. Mbarga. Moi je vous demande de rester. Non, moi j'assume mes propos. Ce n'est pas d'assumer la maman d'un Ndouga. Oui, 75 régimes de plantain. Bon, je reste sur la CEMAC. Les Français aiment le plantain de la maman d'Ngarmendouga. Elle ne comprend pas pourquoi on dit qu'on va souffrir de famine alors que son plantain est posé là. Voilà. Je ne sors pas de là, il y a tellement que si le 22, les 6 pays de la CEMAC nous annoncent qu'ils ont rassemblé 300 tonnes d'or qui peuvent nous donner 10 milliards de dollars. Non, de devises. De devises. Oui. 10 milliards de devises. Pour acheter partout dans le monde. Je vous dis, le CFA aura de sa valeur. Et nous aurons la capacité de produire et de pouvoir lancer l'industrialisation dans la sous-région de la CEMAC. Voilà le problème. Nous, où va l'or, où va le manganèse, où vont la production minière qui garantit les monnaies dans le monde. Et aujourd'hui, je peux vous dire, selon mes recherches, tous les États sont à la course de la conquête de l'or. Parce que l'or garantit, avec les questions de bouleversement géopolitique, tous les États se sont rendus compte que la seule manière de garder leur économie forte, c'est pouvoir permettre à ce qu'ils soient autonomes en termes de production et de
de masse, monétaire au niveau de l'or. Mais comment se fait-il que 6 pays aussi riches, comme le disait le doyen Bikoro, le sous sont les riches, la production est là. Nous avons vu quelqu'un qui est sorti hier dans un média qui nous a dit le Cameroun ne produit pas de l'or. Je voudrais qu'il nous dise ce qui se passe à l'Est. C'est le banquisme. Où va l'or qui se produit à l'Est du Cameroun? Merci Jean-Dieu Vouna. Non, il s'agit de dire, on va questionner. Merci. Le 22, nous attendons que le disent qu'il y a 300 tonnes d'or là, comme on dirait, Jean-Dieu Vouna, on l'a compris. Et ne reste pas de se revient au quartier. Jean-Maurice Mbof, je me tourne vers vous. C'est vrai que l'état de lieu de la CEMAC ne donne pas envie d'y rester. On faisait la drague à la Guinée-Bissau et autres pour qu'ils nous rejoignent au sein de la CEAC. J'ai l'impression que ceux avons même hésité avant de nous rejoindre. Pourquoi ça peine autant en zone CEMAC? Pourquoi l'intégration est restée une ambition? Pourquoi la libre circulation est restée un vœu pieux? Pourquoi les querelles de leadership où on ne reconnaît pas la superpuissance ou le statut de locomotive de tel, où certains disent qu'ils veulent renverser l'autre? Pourquoi la CEMAC on a l'impression à l'observer de l'intérieur que justement c'est un bateau sans capitaine? Mais tout simplement parce que la CEMAC n'a pas été créée par nous. Voilà. Non seulement elle n'a pas été créée par nous, elle a été créée dans un esprit de concurrence entre les États. Et c'est ça qui est le problème aujourd'hui. Chaque État vient pour démontrer que je vaux mieux que l'autre. C'est vous qui avez en tête, ou alors en pensée, la volonté de mettre les efforts ensemble. Mais les gènes de la création de la CEMAC n'ont jamais été dans l'esprit de se mettre ensemble pour résoudre nos problèmes. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, dans l'échelle des problèmes de la CEMAC, le doyen tout à l'heure parlait du magma social. C'est qu'on a premièrement la dette extérieure, qui est un sérieux problème. On est pratiquement à 53%. Et c'est le Congo qui est le plus endetté. C'est pour ça qu'il a intérêt à organiser son histoire là. Les gens vont aller dans l'hôtel, ils vont manger. Voilà, ils sont plus endettés. Il faut créer un cadre pour avoir un peu d'argent. Maintenant, il faut pousser l'histoire plus loin. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et j'ai l'impression qu'en zone CEMAC, on se prévaut tellement de notre turpitude qu'à un moment donné, nous faisons même rire les Iraniens, les Russes, et même ces Français-là, parce qu'on se dit quand même qu'ils ont fait des grandes écoles d'économie. Ils comprennent un ensemble d'éléments. Mais quel est le problème? Parce que finalement, c'est devenu notre problème. Parce que les autres communautés réfléchissent pour se libérer de la confusion. Moi, j'ai posé la question à Jean-Dieu Vouna, il y a quelques minutes. Est-ce que la CEMAC, c'est définitivement un grand corps malade? C'est-à-dire, cet éternel enfant qui ne parvient pas à s'assumer. 32 ans plus tard, on est majeur et vacciné. Mais est-ce qu'il faut que Bretton Woods ou FMI viennent vous rappeler qu'attention, la dette est en train d'exploser au Congo ou au Tchad ou au Gabon pour qu'on se réveille et qu'on se dise que non, il faut qu'on se retrouve le 22 à Brazzaville, que le président Sassou s'asseye et essaie d'assembler ses pairs. Est-ce que l'intelligence, le leadership, la vision en zone CEMAC, c'est de rester les assister, ou alors c'est penser véritablement à construire une sous-région forte et puissante comme ailleurs sur le continent? Le président de l'UPA l'a dit, la maladie ce sont les institutions, ces histoires qui sont fabriquées. Si nous voulons vraiment construire une communauté de la CEMAC, il faut qu'on sorte de l'esprit de la première CEMAC, donc on doit balayer ça dans le revers de la main, fermer complètement et reconstruire quelque chose de nouveau. Stéphane, l'indépendance, c'est sortir de la maison de ses parents et de partir dans sa propre maison, avec des indicateurs. On est sur les mêmes vies? Bien sûr. Bien sûr. Vous avez peur de quoi finalement? Tu vas trouver l'or où? C'est pas dans la chambre, c'est pas dans la maison de ton père. C'est quand tu es sorti de la maison, tu es allé derrière la maison que tu creuses. L'agriculture ne se fait pas dans la maison des parents, dans le salon des parents, c'est à l'extérieur. L'élevage se fait à l'extérieur. C'est le problème de la CEMAC. C'est que nous voulons nous développer étant dans le salon de papa, ça ne marchera jamais. Il faut sortir de ça. À un moment donné, il faut qu'on arrête de vouloir parler le français sur des choses qui sont simples, qui sont terre à terre. Cette institution, la maison de papa Macron. très bien. Cette institution est féodée. Cette institution
n'avait même pas lieu d'être à la base. C'est une institution des enfants, c'est un jeu d'enfants qu'on a mis sur pied. On est devenu adulte et on dit que ouais, si je joue par le pouce-pion, papa ne sera pas content. Ce n'est plus notre âge. Qu'on laisse l'affaire de la CEMAC là, ce n'est pas pour nous. Est-ce que vous Et êtes maintenant, lorsque vous voyez justement les cas qui sont les nôtres, je vois le loyer qui me regarde, mais je sais qu'il sait qu'en zone CEMAC, il y a cette question, c'est malheureux de le dire, mais d'ego, qui peut porter la CEMAC lorsque du côté N'Djamena, on estime être le plus puissant du fait du pétrole qui coule chaque centimètre, lorsqu'à Bangui, on regarde son diamant, on regarde son or, lorsqu'à Yaoundé, moi j'ai la forêt, je suis... La question du leadership en zone CEMAC n'est-elle pas le principal frein à l'émancipation, à l'éclosion de la zone? je vais parler comme docteur Evuna. Laisse-moi développer. Allons-y. Je vais développer hors CEMAC. Il n'y a rien dans la CEMAC. Tant que vous voulez essayer de réfléchir, de raisonner dans la maison de papa, vous n'allez jamais vous en sortir. C'est clair. On ne peut pas raisonner dans la CEMAC. On ne peut pas voir un problème et vous commencez à dire qu'il faut le tenir de quel côté, même pour qu'il soit moins un problème que ce qu'il est déjà. Il est un problème depuis la base. Et le président parlait d'une maladie, en fait d'une déformation congénitale. La CEMAC dans sa structuration a été faite pour mettre les États en concurrence. Ce n'est pas ensemble. Donc ça ne peut pas tenir. Mais je dis donc qu'une fois qu'on choisit de sortir de la maison de papa, il y a des indicateurs. Parce qu'on parle du développement d'une économie. Quels sont les indicateurs qui montrent qu'une économie est en train de se développer? C'est à ça que nos économistes servent. Premièrement, c'est la mobilisation des facteurs de production. Parce que je me développe quand je produis, quand je peux me nourrir. Je peux nourrir mes voisins. Je peux me nourrir d'abord. Et me soigner. J'arrive. Je peux me nourrir mes voisins, m'éduquer, me soigner, m'habiller. Et boire le soir. Bref, me prendre en charge ce que nous appelons l'autodétermination dans sa globalité. Il y a donc des indicateurs. Nos intellectuels et nos gouvernants servent à se rassurer que ces indicateurs sont respectés. Et quand ce n'est pas respecté, on doit arrêter cette politique qui ne marche pas et mettre sur pied une politique qui marche. Le problème des gouvernances ou des gouvernements de la CEMAC, c'est qu'on veut se développer dans une maladie qui est comme un cancer qui métastase sur tout ce que ça touche. Dès que vous amenez votre or dans la logique de la CEMAC, c'est bouffé par le cancer que nous connaissons tous. Caisse de dépôt, achat marière, réduction de ce que ça représente dans sa véritable force, et ça devient un papier vide comme le doyen disait. Donc rien ne peut se développer dans le gouffre CEMAC. L'intelligence, l'éducation, l'agriculture, l'élevage, l'or, rien. Ce qui fait donc que quand vous voulez parler de réserve d'or, vous allez mettre ça où? Puisque rien n'est... Non, tu as raison. Tu as raison. Mais je dis qu'on ne peut rien mettre dans un gouffre. Parce que dès que vous dites CEMAC, c'est que c'est contrôlé par la France. C'est géré par l'Occident. Et ça fait donc que tout ce que vous avez, c'est eux qui disent que bon, ça, vous prenez ça. Ça, c'est nous qui prenons. C'est France, ça ne peut pas marcher comme ça. Et c'est là qu'il faut commencer à traiter le problème à la base. On a pris le cas de l'AES. Pourquoi l'AES ça marche? Parce que leur argent n'est pas dans la CEDEAO 2. Leur réserve n'est pas dans la CEDEAO 2, qui est contrôlée par d'autres personnes que. Merci. Et c'est ce qu'il faut qu'on réfléchisse à faire aujourd'hui dans la CEMAC. Laissons cette institution moribonde. Sortons réfléchir dans une autre dynamique. Et ce n'est que là que notre or devient vraiment de l'or. Ce n'est que là que notre manganèse est vraiment du manganèse. Notre fer est vraiment du fer. Autrement, tout ce qui rentre dans le gouffre CEMAC n'est rien du tout. Merci. Alors, Franck Manson, aujourd'hui, un doigt accusateur est porté vers cette chaîne
ces entraves héritées de la colonisation, mais cela n'empêche pas que lorsque l'on pointe un doigt interrogateur et que l'on scrute notre déroulé même en zone CEMAC, il y a quand même des aspects sur lesquels nous-mêmes on devrait s'interroger. La question de la libre circulation ne nous est pas imposée de Washington. La question de gouvernance, lorsque de l'argent est distrait, que ce soit des devises ou alors un argent papier, comme le doyen le dit, mais il est quand même distrait, c'est un argent qui aurait pu servir à construire un pont ou une école. Est-ce que la CEMAC, si on accepte qu'elle est programmée pour échouer, ne surfe pas aussi sur des terres de gouvernance et de management qui sont les nôtres, nous-mêmes aussi en sous-région? Merci de me passer la parole, Stéphane. Les choses intéressantes ont été dites. Il faut avoir des clips pour avoir un mot à dire. Merci notamment à Dr Mbok qui est un peu allé toucher la question du doigt. Et ce qui en ressort de tout ce qui a été dit, c'est que le problème justement de l'Afrique, ou alors particulièrement la CEMAC, puisque c'est le cas que nous évoquons, ce n'est pas un problème économique au sens conventionnel. Oui. C'est un problème d'ordre anthropologique. La crise, elle est identitaire. C'est la raison pour laquelle, au-delà des causes d'ordre exogène, il faut convoquer justement les causes d'ordre endogène. La gouvernance. La gouvernance qui elle-même se détermine par la nature de la mentalité qui caractérise l'ensemble des populations de la CEMAC, pas seulement les dirigeants. Oui. Parce que quand vous voyez par exemple les deux facteurs principaux qui ont un lien avec la situation de notre pays, on parle justement de la baisse du taux de réserve d'échange. On parle de la baisse du taux de réserve de devises. Oui, bien sûr, le manque de devises. Mais qu'est-ce qui l'y explique? C'est justement parce qu'on ne produit pas. C'est expliqué par Mbok. Nos économies sont plus dépendantes des importations. On importe plus que nous ne les exportons. On est aussi un peu paresseux. Justement, j'y arrive, Stéphane. Parce que voyez-vous que nous avons pratiquement tout. La CEMAC, par exemple, c'est 160 milliards de réserves, de barils de réserves de pétrole. Oui. Avec une population de approximativement 50 à 60 millions. C'est un potentiel important. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes pas capables déjà non seulement d'identifier nos ressources, les évaluer et les transformer. Or, la transformation des ressources implique la recherche. Et si vous ne développez pas la recherche, comment est-ce que vous identifiez vos ressources? Comment est-ce que vous les transformez? Voilà. À ce niveau, Franck Manson, à chaque fois qu'on évoque la question inhérente à la CEMAC, moi j'ai toujours comme un sentiment de non-achevé, ou alors un sentiment d'hypocrisie entre soit frères ou voisins, puisque nous sommes ensemble. Mais qu'est-ce qui justifie qu'en 2026, on en soit encore à prendre un visa pour aller à Malabo, ou alors à aller à Libreville? Qu'est-ce qui justifie que lorsque vous êtes du côté de Bitam, tout de suite vous êtes pointé du doigt comme un étranger, un Camerounais? On est dans la libre circulation, on est dans l'intégration, mais on a l'impression qu'il y a une intégration des chefs d'État, la libre circulation des chefs d'État, mais au niveau des populations, les populations ne se sont jamais reconnues les unes dans l'autre. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que la CEMAC, même sur des faits qui sont inhérents à son aventure commune, traîne encore le pas et freine les quatre fers? C'est simple, Stéphane, c'est tout simplement parce qu'on a conditionné ces populations à se penser à partir de la dimension extérieure. Vous voyez, ces populations ne sont pas conscientes que dans le fond, on dit les Bantous, elles ont toutes un même ancêtre. Mais le conditionnement occidental voudrait que le Guinéen se pense différent du Camerounais, du Tchadien, du Gabonais. Moi, j'ai vécu cette expérience quand j'allais à Brazzaville une fois par route. Mais dès lors que vous rentrez dans des moments d'échange avec les policiers, ils peuvent à un moment donné se rendre compte que c'est réel. Vous voyez que c'est une question justement de mentalité. C'est pourquoi j'évoque ici, en fait, la question de la crise identitaire, la question anthropologique. Parce que même quand on parle des importations, pourquoi est-ce qu'on importe? Mais c'est parce que la mentalité qui est là s'identifie beaucoup plus aux produits étrangers. Or, ne dit-on pas que c'est celui qui vous a dit qui détermine vos habitudes de consommation? Ce qui veut dire que pour sortir, déjà il faut même déjà voir la question des dépenses publiques. La question des dépenses publiques. On a évoqué la question de la dette extérieure. Voyez-vous par exemple l'autoroute de moins de 200 km qui va nous coûter plus de 1000 milliards 200 et poussières. Bon, maintenant, est-ce que si on va dans les investigations profondes, cet argent, ça va où?
Mais ça va. Vous voyez qu'il y a toujours la question justement de la mentalité qui La gouvernance. intervient, de la gouvernance. Donc pour sortir vraiment de cette histoire, je pense qu'à un moment donné, nous avons tellement d'intellectuels, de professeurs d'université. Moi je le dis, c'est juste. Est-ce que faire mensonge, la CEMAC n'est pas l'excuse facile pour justement cacher les manquements qui sont les nôtres? C'est-à-dire nous-mêmes, on ne parvient pas à se lever, à s'assumer, mais on se gargarise d'être dans un enclos nommé CEMAC qui est piloté par un maître qui serait à Paris. Est-ce que ce n'est pas l'excuse facile de cet enfant-là qui ne veut véritablement pas s'émanciper? Mais c'est ce que j'essaie de décrire, d'autant plus que quand on parle par exemple de la crise en Afrique en schéma, il faut le dire, ceux qui dirigent ne sont pas concernés par la crise. Il faut le dire, ce sont les petites populations qui en pâtissent. Ce n'est pas ceux justement qui sont au sommet de la pyramide. Vous voyez. Donc dans le fond, c'est une situation qui, plus on profite justement aux institutions de Bretton Woods et aux nations impérialistes qui ont pensé la CEMAC comme il le disait. Parce que la CEMAC, c'est un truc qui a été pensé. Voyez-vous, quand un ingénieur pense à un téléphone, il prévoit les dysfonctionnements parce qu'il sait que les dysfonctionnements vont construire sa puissance économique. Oui. C'est pourquoi il y a la question du franc CFA qui avait été pensée et qui a été évoquée tout à l'heure par le doyen. Au-delà de la question du franc CFA, il y a cette mentalité qui est manipulable, qui est contrôlable. Donc vous, on revient, parce qu'il a justement évoqué la question de l'éducation. Il faut penser des politiques éducatives autonomes. Autonomes, parce qu'il disait à l'heure qu'il faut sortir de la maison. Comment vous sortez? Puisque quand on dit CEMAC, si vous allez au-delà de la forme, vous rentrez dans une mentalité. Vous sortez comment? Ça veut dire qu'il faut l'émergence d'une autre mentalité en zone CEMAC qui sera en mesure de penser des politiques nouvelles, des orientations politiques nouvelles en rapport avec les objectifs que l'on se fixe. Merci Franck Manson. Alors, on va dire qu'il nous reste assez peu de temps. On va essayer de prendre chacun 2 minutes et demie pour essayer de voir ce qu'on peut proposer aux patrons de la CEMAC qui vont se retrouver du côté de Brazzaville avec le chef d'État camerounais. Nous, on l'espère, parce qu'il faut être là où les décisions se prennent. Alors, Doyen Bikolo, est-ce que, justement, il n'est pas temps de construire cette mentalité commune en zone CEMAC, de façon à ce que lorsque moi j'irai à Libreville, on ne dise pas que mais Mbaga, toi c'est Camerounais, tu es un Camerounais, non? Est-ce que ce n'est pas possible de faire comme dans l'espace Schengen, où on va de Bruxelles à Paris sans qu'on ait le moins de soucis? Est-ce que ce n'est pas là le plus grand défi de l'intégration en zone CEMAC? Pour intégrer, il faut être identifié et identifiable. Vous portez le costume. Vous n'êtes pas citoyen CEMAC. Est-ce qu'il y a une identité CEMAC? Non, je dis que spirituellement, vous n'êtes pas un citoyen CEMAC. On voit en vous quelqu'un qui est allé chercher le blé, le matin, qui est venu le vendre chez nous. Moi, je parle terre à terre. Est-ce qu'il y a une identité CEMAC, doyen? Il y a une identité européenne, monsieur. Il y a une identité européenne. Il y a une identité asiatique. Qu'on soit de Corée, qu'on soit de Chine. Il ne faut pas se leurrer. Vous êtes en train de faire un débat pour aider quelqu'un qui vous avait dit. J'entends, on dit il faut mettre l'or, ceci, mais c'est tout. Qui donne le prix de l'or? Qui donne la valeur à l'or? C'est pour ça qu'on doit C'est pas vous. tout ça. L'ensemble des structures dont vous dites quelles sont des structures de développement sont des comptoirs coloniaux. Citez-moi une seule entreprise CEMAC. Identité CEMAC. C'est les vendeurs de tomates avariés dans les boîtes, vendeurs de sardines avariés qui traversent les bateaux. Vendeurs de vin rouge. Je ne vois pas d'identité CEMAC. En revanche, quand vous allez en Afrique de l'Ouest, le vestimentaire est une identité. Ouais. Ne vous l'aurez pas. La malchance de la CEMAC, c'est qu'elle a été colonisée par un type de Français qui était aristocrate. Oui. Parce que vous allez voir que chaque pays du franc CFA est la configuration du type de Français qui l'avait colonisé. C'est comme avec les anglo-saxons et nous au Cameroun. C'est un type de colonisation, mais ça dépend de qui t'a colonisé. Il t'a transmis sa manière de faire. Tous vos professeurs d'université sont des diplômés des écoles coloniales. Le problème de l'espace CEMAC, c'est sur la libre circulation des biens et des personnes. On n'a pas dit des personnes et des biens. Vous n'avez pas besoin d'aller en Guinée équatoriale. Si vous vendez en Guinée équatoriale, est-ce que les Français sont allés en Espagne pour aller vendre? On a créé une structuration qui permet à ce que les questions sociales ne soient pas heurtées. Tout à fait. La libre circulation des biens et des personnes ne veut pas dire que vous allez habiter l'espace aussi réduit de la Guinée équatoriale.
vous vous posez la question, qu'est-ce que je peux apporter aux Équato-Guinéens? C'est ça la libre circulation des biens et des personnes. C'est-à-dire que les biens sont accompagnés par des personnes. Nous avons un sérieux problème. C'est que chaque fois qu'on met un syllogisme en place qui nous permet, parce que je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut détruire la CEMAC. La CEMAC est une maison que le vent a emporté le toit. En remettant le toit, il faut que le toit soit capable de ne pas être réparti quand le vent va revenir, puisque le vent reviendra toujours. Il faut que Vous le faites le toit conique. Non, on veut chercher la Donc, il s'agit ici, 60 ans après, quand vous séchiez, que vous laissiez de nous bassiner les oreilles avec des systèmes économiques qui ne marchent pas dans un multiculturalisme ouvert. Un. La deuxième chose, c'est que les valeurs qui font de votre monnaie, qui est le train d'introduction dans le système international, ce n'est pas vous qui en êtes les maîtres. Au nom de quoi il y a des pays qui sont immensément riches, parce qu'ils ont cultivé le tourisme, vous êtes toujours dans le cacao. Vous êtes toujours dans l'or, vous êtes toujours dans ça. C'est des tas de temps. Je parle donc en économie inclusive. Quand les gens là vous lancent que vous n'avez pas ceci, pourquoi Boko Haram est arrivé à un moment donné de notre histoire? Est-ce qu'il y avait Boko Haram avant quand il n'y avait pas les émergences intellectuelles africaines? Est-ce qu'il y avait la question du nord ou du sud quand il n'y avait pas les émergences africaines? Merci. La CEMAC aujourd'hui, pour qu'elle fasse la libre circulation des biens des personnes, doit faire une seule chose, se coaliser pour la sécurité. Merci. Merci, on vous a compris. On va relayer une ou deux contributions, surtout celles qui nous viennent justement hors du Cameroun. Nous en avons une qui nous vient de Libreville. Bonsoir. Le problème de devise de la CEMAC est dû au fait que la plupart des pays font du commerce de troc avec les autres pays. Ils contournent ainsi le système français. Donc le Trésor français ne reçoit plus les bons de vente des pays de la CEMAC et le FMI se paye sur ces devises. Merci pour cette contribution qui nous vient de Libreville. Bonsoir mon frère. Même au Tchad, pour traverser le pont de Yagua, Bongor, il faut payer 5 000 au contrôle de police. Donc, il y a 5 contrôles de 1 000 francs par contrôle. C'est très malheureux. Merci à vous, Djibril de N'Djamena. On prend rapidement, on privilégie les contributions qui nous viennent hors du Cameroun. Bonsoir, Stéphane Barga, belle émission. Merci à tous pour les interventions. Bonsoir, monsieur le modérateur. Laissez... Voilà. Mais tu m'as coupé. Alors à l'essentiel, comment est-ce qu'on essaie de relever le grand corps malade? Puisqu'il nous reste à peine 8 minutes, en 2 minutes, comment est-ce qu'on réveille ce grand corps malade qu'est la CEMAC? Ce n'est pas le grand corps, ce n'est pas la CEMAC qui est malade. Je vous ai dit que la CEMAC est née avec une malformation idéologique congénitale aiguë qu'on appelle le néocolonialisme. Mais maintenant, puisque ce n'est pas le néocolonialisme, on ne le touche pas. C'est une forme insidieuse d'asservissement d'un peuple par un autre. Il faut bien des portes d'entrée. Et les portes d'entrée, ce sont les leaders de la CEMAC. Parce que ce qui vous leur demandez aujourd'hui, quelle est leur vision de la CEMAC, ils ne seront pas en capacité de vous dire exactement où est-ce qu'ils sont en train de conduire cette institution. Parce que même ce dont on parlait tout à l'heure, qu'il y a une guerre de leadership au sein de la CEMAC, il n'y a pas de guerre de leadership. Aucune. En réalité, le leadership, ce n'est pas quelque chose qu'on démontre. C'est quelque chose qui se constate de par les avantages naturels comparatifs. C'est tout. Le Cameroun n'a pas de concurrent dans la CEMAC. Ce n'est pas un débat. C'est clair. Et maintenant, lorsque vous êtes un leader, vous vous arrangez à tirer les autres vers le haut, mais pour ça, il faudrait que vous-même vous arriviez vers le haut. Si vous vous stagnez, vous ne tirerez personne nulle part. Donc, vous ne pouvez pas avoir la prétention, en 2026, de gouverner des populations comme celles que nous avons aujourd'hui, avec le logiciel idéologique transmis dans les écoles d'administration d'outre-mer. Les gens qui nous gouvernent ont été formés pour diriger des colonies. Ils n'ont pas été formés pour diriger des États indépendants. Merci. Jean de Dieu Vouna, comment est-ce qu'on réveille justement ce grand corps, pas malade, mais ce grand corps endormi? Repenser la structuration par un idéal collectif commun. Cet idéal collectif commun qui part de ce que on change de paradigme dans la formation. Parce qu'à la CEMAC, on parle d'administration et non pas de gouvernance. Voilà le problème. Et le président de l'UPA venait de le dire. Et même dans nos administrations, très peu d'administrateurs ont une connaissance dans la gouvernance. Ils parlent d'administration. L'administration n'est pas la gouvernance. C'est deux choses. C'est deux choses différentes. Par exemple, les NAM forment les administrateurs. Ils ne forment pas des gens pour gouverner.
C'est clair. Ici, nous parlons d'un problème de gouvernance. L'identité dont parle Franck Manson, c'est une question idéologique de gouvernance. La question civilisationnelle que convoque le président de l'UPA, c'est une question idéologique de gouvernance. La question identitaire même dont parle, c'est une question de concept de gouvernance et non d'administration. Quand les gens vont se retrouver le 22, on prend des administrateurs, des fonctionnaires qui sont gourmands, ils dorment dans les hôtels, et chercher les femmes. Il faut était à la conférence de Fumba. Les fonctionnaires, les dirigeants. C'est passé. S'il vous plaît. C'est déjà dit. C'était à la conférence de Fumba qui dit il faut reformer la pensée et le concept idéologique de gouvernance. Le gouvernance africain. Tout à fait. Et non former des administrateurs. L'administration a déjà échoué. L'administration coloniale, les administrations, repenser la gouvernance. Et consommer ces marques. Et consommer ces marques. Ceux qui nous gouvernent ne sont pas ils manquent eux aussi la conception de la gouvernance. C'est pour cela que nous sommes dans cette situation que nous sommes. Merci. Bonsoir. Dites au monsieur à l'extrême gauche du présentateur que la CEDEAO n'est pas l'alter égaux de la CEMAC en Afrique de l'Ouest. Et c'est plutôt l'UEMOA et tous les pays de l'AES qui accrochent malgré le discours. L'UEMOA se porte plutôt bien grâce à la Côte d'Ivoire qui a une balance commerciale largement excédentaire. La chance de l'oppresseur réside dans la mentalité de l'oppressé. Il veut parler de Merci. Jean-Louis Bock, comment est-ce qu'on met la CEMAC debout? Puisque visiblement elle semble être courbée. Moi, je vous ai dit que la logique actuelle de la CEMAC doit être complètement éradiquée. On doit sortir de là. Ça, c'est la première chose. On sort de là. Maintenant qu'on sort de la CEMAC, on doit construire notre identité. Vous voyez, l'Afrique de l'Est, par exemple, a une logique des rencontres. Chaque rencontre précède la présentation d'une identité. Chaque pays présente son identité, toujours, sa culture, ses valeurs, ses richesses, ses biens, son potentiel. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle peut apporter à la communauté? Donc il y a une identité, oui, il y a une identité propre à chaque État de cette communauté qui doit être vraiment développée, qui doit être mise en exergue, de manière à ce que nos différences deviennent des forces pour qu'on se mette ensemble. Parce que pour le moment, nous sommes restés en conflit. Je vous dis que vous pouvez dire qu'il n'y a pas de conflit, mais ils sont tellement évidents dans le construit narratif du passé, qui est resté très vivant. L'école coloniale, c'est très vivant dans les mentalités, dans les logiques. Moi, j'ai eu le bonheur parfois de rencontrer les fonctionnaires de la CEMAC. Quand vous rencontrez un fonctionnaire d'un pays X, il a une attitude. Et quand vous le sondez, vous dites, bon, vous savez, vous les Camerounais, vous avez toujours l'impression que vous êtes les plus intelligents, vous êtes les plus machins. Et parfois, c'est à la suite d'un exposé. Hein. C'est que le Camerounais est venu faire un exposé brillant, il est coincé lui, parce qu'il n'a pas le même niveau d'études, et il n'a pas compris que ce n'est pas la comparaison, ce n'est pas la concurrence, c'est qu'il faut plutôt qu'il voit son identité et ce qu'il peut apporter. Et parfois, ils ont des choses excellentes à apporter. Donc, on n'est pas en train de se concurrencer, mais chacun doit développer son identité, en être fier, développer son potentiel, en être fier, développer ses valeurs et son système éducatif, sa pharmacopée, parce que cette affaire de médecine même doit être... système de santé. Son système de santé, on doit se construire en tant qu'État, être fier de ce qu'on est. Maintenant, quand on va vers les autres, on va avec un plus et on accepte le plus des autres. Ce n'est que comme ça qu'on peut donc pouvoir dire à nos chefs qui vont se rencontrer qu'il faudrait qu'ils mettent sur la table la question de l'identité de chaque État. Qu'ils mettent sur la table une ferme volonté de production par pays pour pouvoir répondre aux besoins de la communauté. Qu'ils mettent sur pied une structure qui leur permet de commencer à contrôler leur économie. C'est des mécanismes qui vont aider. Et puis finalement, il faudra qu'on voit la question de la dette. Pourquoi on s'endette? Dans quelle direction va la dette? Qu'est-ce qu'on ne peut pas arrêter et repartir dans une nouvelle dynamique? C'est des choses qui doivent se réfléchir et se penser. Merci Jean-Moïse Mbok. Franck Manson, en une minute, le temps est achevé. Comment est-ce qu'on réveille la CEMAC Oui, ben, il a dit, c'est-à-dire qu'il faut tout simplement déconstruire la mentalité découlant du narratif ancien au profit de l'émergence d'une nouvelle. Ne dit-on pas que quand l'homme extérieur se détruit l'ancien, l'homme intérieur se renouvelle. Donc il faut l'émergence d'un leadership authentique. Oui.
efficace. Exact. Le Merci, leadership. merci Franck Manson, un leadership authentique. Jean-André, vous avez ajouté efficace. On va dire, nous, on sera attentifs justement à ce qui va se passer du côté de Brazzaville. S'agira-t-il d'une autre concertation qui aboutira sur de belles paroles, ou alors on aura des résolutions qui vont être implémentées tout de suite. C'est le wait and see qui va justement meubler la longue attente vers le 22 du côté de Brazzaville. Merci à vous qui avez abondamment réagi à cette édition de Ourou Africa. Une Atlante, on était sur la semaine. Lundi prochain, on sera toujours sur l'Afrique, puisque sur cette estrade, on ne parle que de l'Afrique et pour les Africains. Bien le bonsoir. Popular